tous. Eh bien, merci d'être avec nous. Nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures. Il est 12h32 minutes. On va commencer dans un instant le ZCL, puisqu'on va recevoir dans un instant Firmin Richard, qui est une actrice guadeloupéenne que vous connaissez tous et qui sera elle aussi dans le Wish. On parlera de ça tout à l'heure. Après, on va recevoir Madame Réonée Epaminondas Flagi. Elle parlera de la formation Francas, puisqu'elle est chargée de cela. Et les Francas, justement, recherchent des personnes pour pouvoir aider au développement de cette association. On va recevoir une coach, elle s'appelle Sabrina Garçon-Moulium. Elle est coach certifiée, elle fait du PNL, elle a sorti 2 bouquins. C'est une personne intéressante à écouter. Et puis, vers 13h30, on sera à Bouillante dans le ZCL Offside avec Madame Patricia Baillet et toute l'équipe du ZCL Offside. Voilà un peu ce qui fait le sommaire. Sinon, pour l'actualité, eh bien, c'est la visite de la centrale géothermique. Vous savez qu'il y a eu hier une conférence de presse. La centrale géothermique va développer son activité, peut-être augmenter la capacité de fourniture de l'électricité. C'est à suivre tout à l'heure. Visite off du général Pelou, commandant du service militaire. Maxime Morel était sur place. On va en savoir un peu plus sur le SMA et les orientations. Et puis la finale de la Coupe de la région Guadeloupe, c'est l'amicale de Marie-Galante qui remporte face à l'ASS. C'est incroyable, mais c'est vrai. Quelquefois, les petits poussés arrivent à renverser les Goliaths. Et ça, c'est un très beau match. On va en parler tout à l'heure avec Olivier Mouradel et Richard Etienne qui étaient sur place. Leur sujet, on le fera tout à l'heure. Je ne sais pas si on l'a déjà, non. Non, pas encore. Oui, on l'a. On va tout de suite parler de ce hors-sujet. C'était donc le 8 septembre 2010, ça fait exactement 12 ans. Génie Alpha, qui est une comédienne d'origine martiniquaise, chanteuse aussi, elle décède à l'âge de 100 ans. C'était vraiment une grande... Il jouait en toute pièce théâtre qui était née en Martinique à l'époque. Et donc, c'est une personne dont on va se souvenir pendant longtemps. Elle était d'origine martiniquaise. Et tout cela, c'est grâce à cet ouvrage, Les Antilles et la Guyane, en 365 dates, ouvrage de Laura Mann. C'est notre Pass News tous les jours. Vous avez remarqué depuis le début de la semaine, on n'a eu que des informations sur la Martinique, parce que c'est la Guadeloupe bientôt. Hier, c'était avant Aimé Césaire. Avant hier, c'était les 16 de Basse-Pointe. Un petit peu avant, on avait eu Audrey Pulvar, on en avait parlé. Mais l'actualité, j'ai bien dit, c'est les Antilles et la Guyane. La Guadeloupe, la Martinique font partie des Antilles. Voilà un petit peu le sommaire. Alors, Firmin Richard n'est pas arrivé, mais on va tout de suite partir vers Bouillante pour la visite de la centrale géothermique. Olivier Félix, on regarde. C'est une visite explicative de l'extension que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire que nous avons 2 projets en cours en ce moment. Le projet de forage, 3 forages, qui va nous permettre d'augmenter la capacité donc, de production de l'usine. On va doubler la capacité à l'orée 2025, premier trimestre 2025. On va passer de 15 à 25 mégawatts-heure. Aujourd'hui, on est à peu près à 6% de la Guadeloupe, 23 000 personnes. Demain matin, nous serons aux alentours de 12. Ce qui fait qu'on va doubler, on va peser un tout petit peu plus sur le réseau EDF de la Guadeloupe. En tant que président de la commission énergie de la région, je sais qu'en 2011, le groupe Géothermie Bouillante a lancé un appel à l'ouverture de son capital. Il y a des Guadeloupéens qui ont des moyens financiers d'investir. J'ai suscité aussi de la part de la région un intérêt pour prendre des parts dans le capital. Donc on peut que déplorer que les Guadeloupéens se soient désintéressés à cette richesse-là et qui se contentent de tchatcher sur les réseaux sociaux, alors que dans le contexte de raréfaction des ressources fossiles et dans un contexte de réchauffement climatique, la Guadeloupe devrait être fière d'être la seule île, le seul pays de la Caraïbe à être doté d'une centrale géothermique. La géothermie, c'est l'avenir de la Guadeloupe en termes énergétiques, parce que ça a des avantages. Comme je l'ai dit, vous voyez, un site, c'est effectivement, il faut des conditions particulières parce que ça peut générer des troubles à l'ordre, au voisinage. Mais je veux dire, c'est pas comme le photovoltaïque, il faut de la surface. C'est pas comme l'éolien où il y a une pollution visuelle et puis il faut du vent. Donc je considère que oui, si on veut atteindre notre autonomie énergétique, il faut vraiment investir sur cette énergie-là. Alors il n'y a pas qu'Ormat, d'autres peuvent aussi s'en imprégner, d'autres peuvent aussi investir ce champ-là. Et en tout cas, je crois en l'intelligence guadeloupéenne pour que un jour il y ait un projet guadeloupéen complémentaire à celui d'Ormat. Franchement, redorer le blason, c'est pas la peine. L'usine est verte, ça tout le monde le sait. Sauf que c'est vrai que c'est pas connu, parce qu'il n'y en a qu'une seule en France, et c'est nous.
en France métropolitaine et autres. Par contre, en Allemagne, en Italie, tout le nord de l'Europe, c'est hyper connu. Ici, on a les moyens de doubler, voire tripler la production. Le but de la région, la dernière réunion que j'ai faite à la région, il y a 2 mois de ça, c'est d'arriver à 40% donc d'énergie renouvelable par géothermie en 2035. Et Ormat serait un opérateur aux alentours de 20%, la moitié. Donc voilà notre but. Oui, on va retenir ce qui a été dit par M. Durimel. Effectivement, la Guadeloupe est l'une des seules îles à avoir de la géothermie. Malheureusement, cette source de géothermie a été vendue aux Américains. Les Guadeloupéens n'ont pas pu profiter suffisamment de cette source. Mais enfin bon, comme il y a en Guadeloupe, il est parti, un jour ou l'autre, nous récupérer. Bien, alors, Firmin Richard est arrivé. C'est notre actrice nationale guadeloupéenne, puisque tout à l'heure on parlait de Génie Alpha, qui a été l'actrice nationale, la comédienne martiniquaise. Et donc, Firmin, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ni longtemps, bah, t'es venu? Ah, pas ni si longtemps que ça. Ici, dans oui, mais pas ni si longtemps que ça. Avec, ouais, pas ni. Ah, sinon, c'est 3 temps. Ça caille. Bon, alors, Firmin, elle est aussi dans le Wish. C'est un projet, mais avant ça, Firmin, il faut nous parler un petit peu de carrière, puisque on vous connaît quand même dans de grands films français, puisque vous avez fait une belle carrière déjà qui est derrière vous et pas fini. Vous avez joué avec de grands réalisateurs. Je me souviens, mais il y a quelque temps, vous m'avez parlé d'un film sur Netflix en projet, oui. Qui est cela? En passant, parce qu'en fait, à part moi qui a décidé de diffusion à film, qui a fait film, et c'est le décideur qui a fait. Enfin, l'obité, si je passe là. Enfin, film, c'est Polar Park, mais Mortel, c'était Mortel qui était sur Mortel. Mortel a été une série, non, qui s'est vu quand même. Ah, mais je ne l'ai pas vu. Tiens, voilà, il y a une jeune qui dit oui, parce que Mortel, c'était un film avant Logène. Oui. On a fait 2 saisons, et c'est le Covid qui a arrêté la 3e saison. Oui. Donc, ou pas, vous voyez, qui a dit en projet, vous voyez. Non, moi, on a dit moi, on n'a pas dit moun bon, on a dit moi en projet, vous voyez. Ouais, donc effectivement, Netflix, j'avais signé pour 3 saisons, on n'en a fait que 2. Ouais. Et on avait commencé déjà avec, au moment du Covid, ils avaient commencé à faire déjà le casting, et puis ça s'est arrêté net. Mais sinon, on fait un film ou un commandant de gendarmerie, c'est une série, nous, ici pour leur part. Commandant de gendarmerie. Commandant avec 4 barrettes. Avec 4 barrettes. Commandant de gendarmerie, carrément. Ou t'es mon bleu. T'es mon bleu. Ouais. Et c'est saison dans moins 2 ou 3 blancs. Alors, c'est pour te dire, non, mais c'est vraiment extraordinaire à faire. Ouais. Ça s'appelle le Polar Park. C'est déjà sorti, ça? Non, ça va sortir bientôt. C'est une série ou c'est un film? C'est une série. C'est une série aussi. 6 épisodes. Oui. Et là, je vais rentrer, je vais faire la poste synchro pour le film, donc qui sortit bientôt. Après poste synchro, étalonnage, jusqu'à sortir en fait, dans la foulée. Firmin aussi, elle a 2 carrières, une carrière dans le cinéma et puis une carrière dans les séries. Mais c'est même bien là, c'est le jeu visuel. C'est toujours, oui, c'est toujours du cinéma. Oui, c'est une chance parce que quand tu es récurrent dans une série, si la série dure 15 ans... Oui. 15 ans, tranquille. Ou tranquille. Jacques Marcel qui était de Navarro, pendant 15 ans, tu vois, c'est extraordinaire, tu vois, pour lui. Donc quand tu es récurrent dans une série intéressante, c'est bien. Oui. Alors, Firmin, avant de parler de Wish, on en parlait tout à l'heure, j'ai envie de revenir sur ce bouquin qui est sorti il y a 2 ans maintenant, sur Être noir, enfin, c'est pas le titre réel. Noir n'est pas mon métier. Noir n'est pas mon métier. Est-ce qu'aujourd'hui, les acteurs noirs et les actrices noires ont un petit peu plus de visibilité en France? Bon, est-ce que même quand vous regardez télé, est-ce qu'on voit dans toute publicité ou quoi vous voyez? Dans toute publicité, après, on va regarder télé, alors on va savoir si le bilan a évolué ou pas. Ouais. Non, mais au cinéma, au moins au cinéma. Les choses changent. Les choses changent. Les Noirs ont de plus en plus de rôles intéressants. On les voit sur les affiches. Par exemple, je n'ai pas vu le film Rumba, qui est sorti avec... qui n'en sait là Franck Dubosc. Il y a sur l'affiche Marie-Philomane qui a un rôle important dedans. Avant, voir une personne noire, même qui a un rôle important dans le film, tel a été le cas pour Aïssa Maïga ou Patika Vrain. Donc les choses évoluent quand même. Après tout ce battage qu'on a pu faire, que ce soit avec le film ou la montée des marches ou d'autres, maintenant on commence à avoir un peu plus de
un peu de coloration dans le cinéma. Alors, et alors, ça devient même ridicule à certains moments, parce que dans toutes les publicités maintenant, il faut voir... On va mettre un noir pour faire belle. Alors, mais ce film-là, Secret de famille, qu'on a vu ici, qui a bien cartonné, il a été projeté en France? Non. Non, parce Toujours que ça devait pas. se faire justement après le Covid, tu vois. Le Covid a arrêté plein de choses, parce qu'on avait fait sortir, il y avait une sortie, parce qu'il a eu du temps à avoir son visa d'exploitation. Quand il a fait sortir ici, en Martinique, et on devait venir, c'était au mois d'avril, je ne sais plus quoi, 2021, qu'on devait faire une sortie en France, et ça ne s'est pas fait. Ouais, Donc, mais ce n'est que partie remise, tu vois, mais les gens l'ont vu ici, c'est l'essentiel, quoi. Ouais. Oui, mais enfin, c'est bien qu'il soit vu aussi. Aussi à en France, l'extérieur. ouais. Bon, ça qui fait, mais nous donne bien Kevin. Ah, moi, je donne bien Gavin, mais bon, oui. Non, mais nous donne bien à faire, même ce que fait Julien, là. C'est une série, donc je pense que ça va être vu par un plus grand nombre. D'accord. Firmine, je disais tout à l'heure, bon, pendant longtemps, Gigny Alpha a été la comédienne martiniquaise. Tu as été notre doyenne, oui, Oui, pendant longtemps. et vous êtes en ce moment la comédienne Maintenant, je guadeloupéenne. deviens la doyenne, c'est moi qui ai pris sa place, puisque je suis la plus âgée Mais des est-ce qu'il comédiennes. y a une relève en tant qu'acteur ou actrice guadeloupéen, ou même antillais, j'ai envie de dire, derrière? Oh, si, on voit bien toute la jeune génération qui arrive. Là, il y a, comment elle s'appelle, Laurence Joseph, avec qui je travaille. Il y a d'autres. Il y a Selfie Delma, qui ne peut pas voir souvent. Enfin, c'est une négresse, mais ne peut pas voir vraiment, il ne peut pas sentir vraiment dans le monde du, tu vois, mais tignon l'eau. Non, non, mais effectivement, elle fait son chemin, mais il y en a. Il y en a? Il y en a, oui. Oui. Donc, non, il ne faut pas craindre pour... Mais il n'y a pas que le cinéma, effectivement, tu vois. Les métiers du cinéma. Oui, le métier de l'audiovisuel, de manière générale. L'audiovisuel sont ouverts, effectivement, à nos jeunes qui y ont accès maintenant, qui n'avaient pas, à l'époque, qui n'en avaient pas accès. Maintenant, ils sont là. Nous avons des techniciens extraordinaires. Ça, c'est clair. Nous avons, parce que moi, j'en ai vu pour preuve ceux qui sont encore sur le film de Julien, là. Non, les choses évoluent. Les choses évoluent. Je pense que nous avons une relève assurée. Mais alors, par exemple, un jeune ou une jeune qui veut faire du cinéma aujourd'hui, quel cheminement? Parce que pour vous, ça a été un petit peu particulier. Vous avez été repéré par une cinéaste. Je dis effectivement, moi, et c'est pour ça que je ne peux pas donner de conseils aux gens. Tout ce que je peux donner, tout ce que je peux dire à un jeune maintenant qui a envie de faire ce métier, maintenant avec Internet, tout ça, tout va tout, là, il peut aller. Il y a des formations. Il faut savoir choisir sa formation. Il faut apprendre. Il y a des choses qui s'apprennent. Il faut l'apprendre. Il faut apprendre tout ce qui s'apprend. Si on veut apprendre à écrire un scénario, oui, ça s'apprend aussi. Ça s'apprend. Parce qu'on peut apprendre à écrire un livre, on peut apprendre à écrire un scénario, sortir d'un roman, faire d'un roman un scénario, ça s'apprend aussi. Ce sont des choses qui s'apprennent. Donc on a la possibilité de tout faire. Oui. Et puis je dis, il n'y a pas que actrice aussi, c'est... Il y a les métiers de l'audiovisuel. Voilà. Oui. Et là, quand je vois qu'à tous les postes de riches, ce sont des jeunes qui sont... encourageant. C'est encourageant. Oui. Donc, il faut juste donner aux gens l'occasion de faire. Là, une fois qu'elle va apprendre, qu'elle va faire l'école, là, il faut une occasion de travailler. Oui. Parce que c'est sûr, la théorie, c'est bien beau, mais il faut avoir l'occasion de travailler. Oui. Et si on leur donne la possibilité de faire ça, je veux dire que nous sommes en train de former des jeunes... la relève arrive. La relève est assurée. Il y a un petit gars qui est sur le film de Julien, là, qui a travaillé sur Capitaine Marlowe, qui a fait... qui n'a pas travaillé qu'en France, qu'en Guadeloupe, sur Capitaine Marlowe. La dame a vu son travail, parce que c'est Josie, d'ailleurs, la réalisatrice. Et il croit qu'il y a eu tout partout. Il y a eu, en France, travaillé avec eux aussi, tu vois. Donc, nous avons des jeunes qui sont compétents ici. Hein. Il faut juste leur donner l'occasion de travailler. Alors, deux petits mots comme M. Wish. Alors, non, avant de parler de Riche, je vais dire aussi quand même que j'ai fait un film qui va venir ici au mois d'octobre, qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est un film qui parle du cancer du sein. Ça s'appelle Le souffle du dragon. Et au mois d'octobre, je l'emmène ici. Ça va faire l'ouverture d'Octobre Rose en France, en Guadeloupe. En Guadeloupe. Oui. Le souffle du dragon. Le souffle du dragon. Et vous avez un rôle dans ce... Aussi. Le rôle principal, j'imagine. Pas le rôle principal, il y a des rôles principaux, je dirais, dedans. Je fais par c'est une belle distribution. Il y a Julie Gaillet, Julie Debona, François Berléand, Bérangère Krief, Annie Grégorio. Il y a vraiment une belle distribution et une belle histoire. Qui est le réalisateur? C'est une femme qui s'appelle Stéphanie Pilonga. Oui, d'accord. Et ça c'est déjà sorti, c'est pas encore sorti en France? Non, c'est un téléfilm justement pour M6. Et M6 nous donne l'occasion de l'emmener ici. Ah.
Donc, Pourquoi venir voir moi ici? Non, en Kevin parler des films là. Ouais. Ça qui a été aimé, c'est mener on Dragon Lady ou on, parce que Dragon Lady, ce sont des femmes qui ont vraiment eu le cancer du sein et qui font partie, qui sont venues avec nous. Qui sont mais il y a des Amazones Amazones ici. Hein? Il y a des Amazones. Oui, mais justement, j'ai déjà rencontré tous ces gens. Que ce soit des gens d'Amazon ou Winnie qui a fait, puisque ça parle de l'après-opération du sein, tu vois, pour faire travailler le bras qui reste douloureux, qui enfle. Oui. Il faut faire ou de la pagaie ou de l'aviron pour faire travailler. Il y a une course qui s'appelle la Vogalonga qui se passe tous les ans à Venise. Et des équipes de partout viennent faire cette course-là. Il y a une équipe qui est partie d'ici, qui s'appelle Winnie. Je les ai rencontrés après avoir fait ce film. J'ai essayé de savoir ce qui se faisait ici. Donc, j'ai rencontré ces gens. Les gens de l'Amazon, je les connais aussi parce qu'il y a Amazon France. Je soutiens Amazon France. Donc, j'ai rencontré les gens d'Amazon, la présidente d'Amazon Guadeloupe. Et tous ces gens vont travailler ensemble pour... faire avancer la cause. Je suis en contact avec elle, oui. Alors, le Wish, deux petits mots quand même. Oui. Philomène a rejoint le Wish. Oui, c'est un peu... Alors, quand j'ai vu ça, on va foutre des bols, hein, parce que moi, je suis même avant la jeunesse de Wish, j'étais dessus, tu vois. Quand il avait parlé du projet, je lui avais dit oui. Mais bon, c'est sa façon de communiquer, c'est sa stratégie. C'est du marketing. Donc, voilà, il a dit, mais j'étais bien au courant du projet avant qu'il ne soit vraiment élaboré. Je trouvais l'idée intéressante. J'avais dit, OK, tu peux compter sur moi. Ouais. Donc, je suis effectivement avec lui sur ce projet. Ouais, vous êtes la meilleure d'Edith, hein? Parce que j'ai reçu Edith hier ou j'ai reçu Edith. Hier, je crois, oui. Alors, c'est quoi cette histoire? En fait, c'est une saga qui parle effectivement, une saga familiale. C'est une famille. On parle de l'industrie musicale ici. D'accord. Avec une certaine réalité. Ce qu'ont vécu nos anciens artistes, genre Daniel Forestal, Paul Blamard, tous ces gens-là, avec la jeune génération, ça n'a rien à voir. Et donc, à partir de cette famille-là, on découvre la situation musicale à partir de la mort du père, du patriarche. Oui. On découvre la situation, effectivement, du studio. Comment d'autres sont payés, d'autres ne le sont pas. La jeune génération... on risque de perdre le studio parce qu'il y aura conflit entre ces deux générations. Ceux qui touchaient, ceux qui ne touchaient pas. Quel est le rôle alors de la mère dans ce cas-là? Mais je suis effectivement... c'est mon mari est à côté de moi qui meurt. C'est Luc Saint-Éloi qui meurt. Ah, c'est Luc Saint-Éloi qui est ton mari? Qui fait mon mari et qui meurt. Ah, il meurt. On découvre, oui. Il meurt. Donc, on l'a enterré hier. Hier, c'était l'enterrement. Oui. Donc, c'est pas l'histoire d'Henri Debs, non? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Comment il a dit la phrase qu'on met là, toute ressemblance. N'est pas tout à fait le fruit du hasard, mais enfin là, c'est le fruit du hasard. Bon, d'accord. Voilà. Donc, je pense qu'il va mettre ça, ce sont toute ressemblance. Oui. Parce que, non, mais c'est une situation réelle ici. Oui. Puisque maintenant, les jeunes savent, dès qu'ils font un film avec Internet, maintenant, ils savent inscrire la SACEM, tout le alors que les gens d'avant ne savaient pas. Et puis, il y a une certaine réalité, effectivement, dont on parle. Et c'est autour de cette famille. Comme c'est une série, il y a des intrigues. Oui, bien sûr. Et puis... ça, c'est le pilote qu'on fait. Ça, c'est le pilote. Là, on fait le pilote. Oui. Le numéro 0, on appelle ça le pilote, effectivement. Et normalement, s'il arrive à boucler son financement, les premiers, parce qu'ils sont quand même en train d'écrire, comment dirais-je... La suite. D'écrire la suite. Et normalement, il devrait commencer le tournage de tous les scénarios écrits, tous les épisodes écrits devraient commencer au mois de septembre, en 2023. En 2023. 2023. Il y a 6 épisodes, mais ça? Non, je ne sais pas. En fait, il fait des saisons. Famille d'accueil, ils ont commencé par une saison, ils ont écrit, et puis ça a eu du succès, ils ont fait 2 saisons, et puis jusqu'à ça a duré 15 ans. D'accord. Donc... mais il y a tellement de choses à dire, jusqu'à épuisement de sujets, je crois qu'on peut en parler, de ce qui se passe. Et donc,
dans la suite, Donc, je suis la mère parce que je suis en tant la que mère de Firmin 3 Richard, ou enfants. bien, alors, parce qu'il a dit l'autre jour, quand Julien était ici l'autre jour, il nous a dit que les artistes ont gardé leur nom. Alors, est-ce que Firmin Richard ou Non, Firmin non, Richard? non. J'ai 3 enfants. Je m'appelle Madeleine, jeune enfant qui s'appelle Christine, Jean-Luc, j'ai Edith. Oui. Et alors, ces 3 enfants, il y a la mort des enfants, comme ça arrive dans beaucoup de familles. Il y a toujours une division qui s'opère quand il y a mort. Donc, Oui. on ne sait pas pourquoi un tel et pas un tel. Et donc, c'est un peu ce qui se passe là, parce que c'est la plus jeune qu'on va donner la direction du studio. Ce que ne comprennent pas les deux Les aînés. autres, oui. Et donc, on découvrira effectivement les intrigues de cette famille. Oui. Qui est qui fait quoi, Il ne faut pas tout et dire. l'associé et Faut pas tout dire, le faut reste. pas Voilà, tout je dire, ne dis faut pas tout, mais voilà. Faut pas tout dire. Mais c'est une série, donc voilà, c'est en tout cas intrigue, quoi. D'accord. Alors, Firmin... J'espère que les gens vont réagir comme ils vont réagir pour Dallas ou... Mais c'est ça qui est passé. Alors, nous, notre Firmin que nous n'avons pas l'idée, c'est un Firmin politique. Non, je ne suis plus dans la politique. Ah bon? Non. J'ai été, non. En 2001, j'avais interpellé Bertrand Ladoré parce que tout fait que nous, Antillais, enfin, nous Noirs, nous Antillais, des Antilles, nous n'étions pas visibles, nous, ni dans les instances politiques, ni ailleurs, ni dans l'audiovisuel, mais ni dans les instances politiques non plus. Or, il était sollicité, nous, il était content de nous au moment des votes. Donc, j'avais sollicité, effectivement, Bertrand Ladoré à l'époque, qui en 2008 effectivement m'a appelé parce que j'avais envoyé un courrier pour dire il y a des cas d'espérer que tu dis moi non mon petit pays courir dans les brancards comme il a dit, mais j'avais envoyé un courrier donc au secrétaire du parti Patrick Bloch à l'époque, du Parti socialiste, et il a donné la lettre à Bertrand Delanoë qui m'a mise sur sa liste d'ouverture, et j'ai été effectivement conseillère de Paris à sa dernière mandature 2008-2014. Et pas avec Hidalgo? Oui, j'ai fait aussi la première mandature d'Anne Hidalgo, mais je n'étais pas conseillère de Paris à l'époque. C'était juste conseillère du 19e, Micmac à Moun. Micmac, c'est là que je Ah, le union Micmac dans ça? Tiens, je te dis pour voir. Non, mais les gens pour se faire, pour être conseiller. Là, c'est là que je me suis rendu compte que les gens ne sont pas là forcément par conviction, mais par pour le mandat. Intérêt. Et parce que comme c'était une femme, un homme, ils ont fait un truc pas possible. Les gens m'ont dit après, tu vois. Et je me suis retrouvée, comme tu vois... Blacklisté. Non, non, parce que tu sais, quand tu es... Quand ou bien élu, au Boulevard devant, on peut dire autant de monde qui ont voulu. Ça a été le cas de Roger Madec en 2000, ma première mandature, en 2008. En 2008, il a été élu au premier tour, donc il pouvait avoir le nombre de conseillers qu'il voulait. Mais en 2014, il a dû faire François Dagneau qui a été, parce que lui ne voulait pas faire de cumul de mandat, donc Dagneau, comment dirais-je, le premier adjoint devenu maire, et lui il a été élu au premier tour avec 41% des voix. Il a fallu les voix du PRG, il a fallu les voix des autres, donc il fallait donner de la place aussi aux gens du PRG, tu vois. Donc finalement je ne me suis pas retrouvée conseillère de Paris, mais c'était aussi bien pour moi, puisque ça m'a permis de voir de l'intérieur... La fin de la période politique. Pardon? C'était la fin de la période politique pour... Non, puisque j'ai fait la mandature jusqu'en 2020, mais après, je n'ai plus envie de continuer. J'habite maintenant Pantin, j'ai rencontré le maire de Pantin, j'aurais pu être socialiste, si j'avais voulu, mais ça ne m'intéressait plus. Parce que j'avais vu de l'intérieur ce qu'était le Parti socialiste, ce qui se passait, et ça ne m'intéressait plus Non, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment... Il y a des choses qui ne sont pas claires, que ce soit à droite ou à gauche, les choses qui s'y passent ne sont pas super reluisantes tout le temps, quoi. Ça, c'est clair. Donc, juste une avant-dernière question. Le fait que hier, nos élus sont allés dîner avec le président de la République française, quelle réaction ça? Moi, je trouve ça une aberration, effectivement. Je trouve, et j'ai entendu, j'ai lu dans un truc, un post... comment ont réagi les Guyanais, tu vois, qui ont dit, attendez, pourquoi inviter, les gens ont attendu des réponses à des questions bien précises qu'on a posées au président. Le président réunit les élus à parler qui répondent à question à ces gens-là. Pourquoi ils ont plat manger? C'est quoi? Ils disent, ils fait. Pourquoi inviter les élus? Pourquoi? Alors, réponds aux questions des gars. Les gens vous posent des questions bien précises. Et j'ai trouvé ça une aberration. Mais c'est comme ça, c'est sa manière de faire à Macron. Et si les élus rentrent dans son jeu, c'est un peu dommage, quoi.
faut y avoir un moment dit non. Nous pas faire, nous pas dire nous voulons manger. C'est quoi, tu vois, il faut que les gens réagissent, quoi. D'accord. Bien, ben, c'est une bonne réaction. En tout cas, merci de venir. Et donc, nous, dans le bon octobre. Au quoi, dis-moi, que tu vas savoir que là. En quel moment été, et nous couvrons ça. Alors, rappelez-moi, donc, film là, on dit pas français, non, ici. Mortel. Mais tiens, demande à la petite jeune là, qui va te dire. Mortel. Il y a eu deux saisons de Mortel sur Netflix. Et tu vas le trouver encore sur Netflix, oui. Merci, Madame Firmin Richard. Mais de rien. À bientôt. C'est un plaisir. À bientôt. Moi aussi. Voilà. Okay. Salut, on prend la première pause et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, il est déjà 13h02. On va continuer l'information. On va recevoir dans un instant Madame Renée Epaminondas-Flagy. Bonjour. Bonjour. Avec vous, on va parler un petit peu des Francas. On va savoir un peu ce que vous recherchez. Mais avant, on va revenir à l'actualité. L'actualité, c'était la visite en off du général Perlou. C'est le commandant du service militaire adapté, puisqu'il y a eu quelques petits changements au SMA. Et Maxime Morel était sur place à Jarion. Là, Jarion, regarde. Le bilan est plutôt favorable et positif, si vous voulez. Les 6 premiers mois de l'année ont été difficiles en termes de recrutement. La dynamique a repris au même titre que la vie économique sur le territoire. Donc les perspectives de recrutement en particulier, qui était la raison de mon déplacement, semblent favorables. Et donc je pense que le régiment va retrouver une activité qui a été la sienne jusqu'avant la crise. 80% des jeunes qui passent par le régiment trouvent un emploi, soit directement sur le territoire, soit des formations complémentaires sur le territoire dans l'Hexagone. Donc c'est une chance extraordinaire pour celui qui est volontaire de venir au régiment et de trouver sa voie, parce que nous nous adressons à un public en difficulté et nous faisons tout pour que cette difficulté soit effacée, à la fois par le savoir-être et le savoir-faire, et finalement le retour à l'emploi, ce qui est bien notre objectif. Ça s'inscrit dans un plan plus global qui a été demandé par M. Lecornu pour augmenter les effectifs de bénéficiaires de 10%. On a remodelé un petit peu notre proposition de formation en adaptant aux besoins des territoires et départements. Typiquement, ici, nous avons créé, ou plus exactement modifié, une filière professionnelle pour répondre au mieux aux besoins du pays. Et donc cette filière qui était voirie, réseau d'Ivoire, travaux publics, s'ouvre aujourd'hui à la capacité d'installer des réseaux d'adduction ou d'évacuation d'eau. Donc on modifie en fonction du besoin du territoire. Les autres modules viennent améliorer la formation professionnelle que l'on délivre, en particulier lorsque l'on souhaite insérer du numérique dans les modules pédagogiques, comme les simulateurs de travaux publics. Ça permet de faire travailler plus de jeunes en même temps, de leur faire acquérir la compétence avant de monter sur un engin. Et surtout, on a la capacité d'utiliser notre formateur de meilleure façon, puisqu'il est en capacité d'avoir 3 ou 4 stagiaires en supervision, alors que quand il est dans l'engin, il n'a que le conducteur dans lequel il est, avec lequel il est. Voilà. Et on a donc un certain nombre d'autres projets, comme l'accueil de plus de jeunes femmes, améliorer aussi la compétence des stagiaires dans le cadre du numérique, puisqu'on a ajouté un module dans l'apprentissage des savoir-faire de base, qui est Internet et la façon de mieux utiliser cet outil. Voilà, il est déjà 13h06. On va faire un petit tour à Paris, puisque vous le savez, hier soir, le président de la République française a reçu les parlementaires, a reçu aussi les présidents de région et du Conseil général, à peu près une 50aine de personnes de Guadeloupe, de Martinique, de la Réunion, aussi de Saint-Martin, de la Guyane. Et donc, l'un de nos députés, Olivier Servat, était sur place. On va essayer d'avoir une petite réaction, puisque visiblement, les élus, d'après le communiqué qui est sorti après cette rencontre, semblaient satisfaits. C'est la question qu'on va poser à Olivier Servat. Olivier Servat, bonjour. Bonjour, Danick Zandronis. Bonjour aux téléspectateurs de Canadi. Alors, merci d'être avec nous. Alors, première chose, combien de temps a duré ce dîner? À peu près 3 heures. 3 heures. Est-ce que vous avez le sentiment, Olivier Servat, que la 50aine de personnes présentes a pu s'exprimer normalement, suffisamment? Non, il y avait plus de 50 personnes, il y avait 80 personnes. Bien évidemment que non. C'était très cadré. On a très peu parlé au fichier institutionnel, puisque les termes de l'appel de France avaient été reçus par
le ministre de l'Intérieur et le président de la République préalablement à ce dîner travail. Oui. Donc c'était très cadré avec trois temps, un temps sur l'immigration, un temps sur comment redorer et créer de la valeur en Outre-mer, et ensuite un temps sur les perspectives de développement économique avec des intervenants préindiqués, souvent des chefs d'exécutif ou des parlementaires. Donc après, le temps libre a été extrêmement restreint. Alors, est-ce que vous avez le sentiment, Olivier Servat, que cette rencontre, cette première rencontre, c'est une feuille de route qui est ouverte, c'est une fenêtre ouverte, ou alors c'est... parce que vous savez, j'ai entendu des politistes hier soir à la télévision en Guadeloupe et ce matin à la radio dire que c'était pratiquement un coup pour rien. Est-ce que c'est votre sentiment? Bon, rencontrer le président de la République, c'est jamais un coup pour rien. Le chef d'État, il a manifesté son envie de parler aux Outre-mer hors Pacifique, c'est-à-dire que pour le Pacifique, Polynésie, Wallis et Futuna, un autre temps bientôt, puisque pour eux, il y a des réformes constitutionnelles et institutionnelles à venir de façon très précise. C'est jamais un coup pour rien. Le président de la République a visiblement eu des mauvais résultats en Outre-mer, parce que sa politique a été mal perçue, mal comprise, mal faite. Et donc, je pense qu'il va en tirer les conséquences et partir sur de base. Bon, ça ne peut pas être une mauvaise chose. Oui. Maintenant, forcément, c'est un point de départ. Concernant l'évolution institutionnelle, j'ai eu à dire pour ma part que il existe déjà au sein de l'article 73 la CTAP, Conférence territoriale de l'action publique, oui. Parce qu'au-delà du dîner, j'ai pu échanger en bilatéral avec le président de la République, avec la première ministre, avec le ministre des Outre-mer sur plusieurs sujets. Et sur le sujet d'évolution institutionnelle, la CTAP, Conférence territoriale de l'action publique, créée par la loi de 2014, modernisation de l'action publique, permet déjà de pouvoir faire des attributions de compétences d'une collectivité à l'autre, des délégations de compétences. Par exemple, il faut en effet rendre plus cohérente l'action publique au niveau territorial en lien avec l'État. Pourquoi il n'y a pas une seule collectivité qui gère les écoles primaires, collèges et lycées? Ça pourrait être pour le conseil départemental. Et bien, la loi MAPSAM CTAP permet déjà de faire ça. Oui. Ensuite, on peut même, dans le cadre de la conférence territoriale de l'action publique, pouvoir transférer des compétences de l'État vers les collectivités. C'est possible. Il faut simplement que de collectivité à collectivité, chacune des collectivités prenne une délibération pour acter l'arrivée de nouvelles compétences et l'autre l'envoi, si je peux exprimer de telles compétences, et pareil avec l'État. En plus, je trouve que cette façon de faire a deux autres avantages. C'est qu'elle a déjà été actée, je tiens à le rappeler, par l'électorat. Le peuple a déjà dit oui à ça en 2021 lorsqu'il a élu les conseillers régionaux et départementaux qui nous avaient présenté le contrat de gouvernance concertée. D'accord. Et donc, ils allaient de travailler avec régions, départements en bonne intelligence. Et puis, ça évite un autre phénomène qui fait peur à la population et moi avec, c'est le phénomène du timal. Vous savez, c'est celui au sel qui décide seul en tant que chef de collectivité unique ou assemblée unique. Et laissez-moi vous faire une confidence. J'ai rencontré un élu néo-calédonien tout à l'heure. Oui. Et il m'a dit, Olivier, tu sais, cette histoire d'autonomie, on s'est engagé dans ça, on est bien mêlé avec ça parce qu'on a les compétences sans les sous. Et donc, avant de nous engager dans ça, prudence. Oui, donc, justement. Ça, c'est la partie autonomie. Oui, parce que vous savez. Oui. Moi, j'ai eu à rappeler aussi au ministre des Outre-mer qu'il faut la réintégration des soignants suspendus. Alors, justement, j'allais y venir avec vous. Qu'est-ce qui a été dit sur cette question? Bien évidemment, rien n'a été dit de concret pendant les débats publics. En tout cas, j'ai interpellé personnellement le ministre sur cela, des Outre-mer, et je peux dire expliquant que c'est une nécessité. Et lui disons aussi parce que si lui ne fait pas ça, si le gouvernement ne le fait pas, les parlementaires, en tout cas, il y a une niche parlementaire, la France Insoumise en novembre, et je vais la soutenir fortement pour qu'il y ait la réintégration des soignants, et pas que moi, puisque tous les bancs d'opposition, NUPES, Républicains, LIOT, même l'Assemblée nationale, sont pour la réintégration des soignants. Il m'a dit qu'il en est conscient,
qu'il y travaille, qu'il a déjà fait un certain nombre de courriers à différents partenaires ministériels et qu'il espère trouver une issue sur ça avant l'automne. Voilà. Parce que vous savez, Olivier Servan, vous savez qu'en ce moment même, le collectif des organisations se trouve devant l'ARS et le directeur de l'ARS hier a dit il n'y a pas de problème, donc il ne peut rien faire. Donc c'est une question qui relève de l'État. Vous avez le sentiment que ça peut se faire parce que vous savez ce qu'on dit en Guadeloupe, ça qui est en bec pas en fal. Bien sûr, ça qui est avec pas en fal, c'est pour ça qu'elles vont nous faire entrer en fal. Ils ont bien compris, c'est à leur bec, si je peux m'exprimer ainsi, dans leur pensée aujourd'hui, qu'ils ont compris que c'est une situation intenable, cette histoire de suspension dans un cadre de déserts médicaux où les personnels soignants professionnels doivent travailler et doivent pouvoir gagner leur pain. Et surtout soigner nos Guadeloupéens qui ne peuvent pas se faire soigner correctement. Maintenant, ils en sont conscients, il faut que ça aboutisse. Il m'a dit qu'il espère avant la fin de l'automne, qu'il est dessus. Beaucoup de gens sont dessus, espérons que ça aboutisse. Juste un point avant de terminer avec vous, parce que sous cette question, j'ai cru comprendre que depuis quelque temps, les soignants suspendus sont de plus en plus remplacés par des soignants venus de France. Je n'ai pas cette information-là. Oui. Ce que je sais, c'est que... Il faudra la vérifier. Nous panions assez soignants en Guadeloupe. Mais oui, nous panions assez. Nous sommes dans des déserts médicaux, nous sommes dans un désert médical avéré. Oui. Tout le monde le sait. On manque de bras, de têtes, de mains, de soignants au chevet du malade. Donc on ne peut pas se priver ne serait-ce que de seul droit de soignants au chevet du malade. Et donc il faut que cette situation cesse. Les tribunaux commencent à s'exprimer en ce sens aussi. Que ce soit une suspension ne peut pas être définitive pour un fonctionnaire. Certaines ont été faites de façon illégale. Certaines sont organisées par les tribunaux. L'opinion publique guadeloupéenne majoritaire veut la réintégration de ses enfants. Voilà, il faut que chacun puisse en tirer les conséquences. Deux petits mots et on termine là-dessus. Alors, la suite de cette réunion, ce sera quoi? Le congrès qui est prévu encore sans date? Alors, la suite de cette réunion, en tout cas au niveau national, c'est que les contrats de convergence et de transformation entre l'État et les collectivités vont être prolongés en 2023 pour qu'en 2024, il y ait de nouveaux contrats pour une période de 2024 à 2027. Oui. C'est pour le développement des territoires. Ensuite, pour la partie institutionnelle, constitutionnelle, fin 2023, début 2024, il y aura l'évolution concernant la Nouvelle-Calédonie et pour Wallis-et-Futuna et pour aussi la Corse. Donc, il faut aussi s'intéresser à ça pour nous dire si ça en vaut la peine. Mais je vous ai indiqué ma position très claire. On a déjà la conférence territoriale d'action publique qui pourrait fonctionner bien mieux et qui pourrait répartir des compétences de façon intelligente. Oui. Olivier Servan, un dernier mot. Vous êtes aussi le député de Marie-Galante, l'amicale Gagnon. Content? Pas content, mais je suis contre la solidarité scolaire, c'est moi qui suis en mot aussi. Donc, de toute façon, content parce que dès que la circonscription terminale. Donc, je salue quand même l'amicale, je connais bien, et parfois je fais ce que je peux pour leur rendre la vie plus facile. Eh bien, ils souffrent de la double insularité. Ils avaient été champions il y a quelques années, là, ils gagnent la coupe, ils sont bien des bonnes. Bravo. Bien, merci Olivier Servan, directeur de Paris. On revient tout de suite à la Guadeloupe et nous sommes avec Madame Renée Epaminondas-Flagy. Bonjour. Madame Epaminondas, merci d'être avec nous. Juste un petit mot pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi exactement les Francas? Alors, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, les Francas, c'est une association d'éducation populaire qui est vieille quand même en Guadeloupe de 64 ans. Déjà? Oui. Il n'est pas jeune, hein? Oui, non, nous pas jeunes. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont été donc, enfants Francas. Nous nous occupons essentiellement des centres de vacances, mais pas que. Nous avons donc la pause méridienne, c'est l'objet de ma visite là aujourd'hui. La pause méridienne, c'est manger entre midi et 2, encadrer les enfants. Tout à fait. Et ensuite, nous avons la garderie périscolaire avant et après l'école. D'accord. Et puis, nous avons nos fameux centres de vacances qui sont des centres de loisirs sans hébergement ou des centres CLSH qu'on appelait ça avant. Ou on appelait ça CLSH. Ça a changé de nom, je crois. Oui, ça a changé de nom. Après, on dit ACM, on dit ALSH, c'est moins joli. ALSH, c'est moins joli. Et puis, on a les séjours vacances, ce qu'on appelait chez nous les colonies. Quand on parlait de colonies, tout le monde comprend. Des gentils colonies de vacances. Voilà, donc c'est ça, mais nous faisons pas que ça. Nous faisons ça, c'est qu'on s'occupe vraiment des gamins, on les encadre, mais nous faisons aussi de la formation habilité. Oui. Alors, ce qu'on appelle la formation habilité, la formation BAFA,
BFD, d'accord. Et puis, mais nous sommes capables de faire de la formation professionnelle. On a fait déjà là, le Covid a tout arrêté. On a fait donc le CQP, le certificat de qualification professionnelle, périscolaire, qui permettra c'est le premier diplôme professionnel d'animation, qui permet donc à des jeunes d'encadrer, voilà, avec les collectivités, quelles qu'elles soient. Toutes les collectivités ont des enfants. Et vous recherchez des... Alors là, nous recherchons des animateurs parce que il faut vous dire que nous sommes sur le Gousier, Bemao, Cap-Esther, Pointe-à-Pitre, Pointe-à-Pitre moins, mais on a quand même quelques-uns. Nous recherchons des animateurs pour encadrer la pause méridienne. Pas sur Pointe-à-Pitre, Pointe-à-Pitre, nous faisons que nos accueils. Et on a eu quelques difficultés parce que certaines personnes veulent bien venir, mais ils ne veulent pas. Enfin bon. Donc là, on y travaille. Hein. Donc, si vous m'avez appelé avant, une semaine avant, j'aurais dit, oh là là, monsieur Zandouani, maintenant on respire, il nous en reste resté trouver quelques-uns par-ci par-là. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi? Pourquoi on lance quand même l'appel? Parce que nous avons des gens qui viennent et après ça, ils trouvent ça trop difficile, démissionnent. Vous faites 2-3 jours. Ah oui. Parce que vous savez encadrer les enfants pendant la pause méridienne, hein, de 11h30 à 13h30 ou de 11h à 14h. Je sais pas moi, c'est pas boire un verre de lait. Donc voilà, ce sont des enfants. Des enfants viennent à l'école, donc les enfants se cherchent, les enfants se placent, les enfants ça va être embêtant. Mais comme je disais à un parent, si un enfant n'est pas embêtant, allez voir le médecin. S'il y a un problème, s'il y a un problème sérieux, un enfant a le droit d'être embêtant. Je revendique pour l'enfant le droit d'être embêtant. Sauf que à un moment, il faut le canaliser. Mais nous sommes l'école a commencé là le 4, je crois. Le 4 voilà, le premier. L'école a commencé le premier. Les enfants donc se cherchent la place. Les enfants vous testent. Oui. J'étais bien embêtant, moi. Ah ben, monsieur Zandouani, vous étiez un enfant. Alors, vous étiez un enfant, vous n'êtes pas né adulte, quoi. Vous n'êtes pas né tout grand. Non, pas été enfant. Voilà. Comme on disait, en tout cas, dans la famille, on l'orgasme même. Ouais. Donc après ça, on fait attention parce que si le maître, la maîtresse dit je veux voir tes parents, je veux voir où on voit arriver le parent, forcément, vous vous tenez bien. Hein. Oui, absolument. Ah, mon Dieu, vous êtes un petit ange. Oui. Mais avant ça, pas bon. Hein. Alors, pour être animateur de Francas, qu'est-ce qu'il faut? Alors, donc, il nous faut des gens qui ont Alors, premièrement, la grande chose, la motivation, l'amour des enfants, parce que c'est pas évident. Il faut aimer les enfants. Oui, il faut aimer les enfants, sinon, c'est pas la peine de venir. Je dis ça à tout grand. Il nous faut le BAFA. Il faut le BAFA, ou les gens qui ont le CAP petite enfance, ou les gens qui sont entrés dans une formation. J'oublie toujours le nom du bac. Oui. Je crois que c'est SSEL, tout réservé. Oui. Désolé si j'ai oublié, mais donc toutes les personnes qui rentrent dans la formation d'animation. Il y a un âge à peu près? Non. Alors à partir de 17 ans. À partir de 17 ans. Après, jusqu'à ce que vous pouvez. Et les Francas, alors si quelqu'un vient, la personne est mise en formation, bien tout de suite elle est sur le terrain. La personne, alors on a les deux. Là maintenant, comme je vous dis qu'on a besoin d'animateurs, il y a des gens qu'on a mis dessus, mais qu'on assure une formation continue. On leur a dit ça. Hein. On leur a dit vous êtes là, vous avez de l'expérience. On a pris beaucoup de gens avec expérience, qui ont l'expérience, qui ont déjà fait ça plusieurs fois, mais qui n'ont pas pensé à se former. Nous, ça nous intéresse que les gens soient formés. Donc on leur proposera dès les vacances de la Toussaint, nous avons des formations, on va proposer à ces gens-là des formations, bien sûr, pour que la personne soit plus performante. Alors, je sais déjà, à la fin de l'émission, on va me demander quel numéro, à qui se rejoindre. Alors, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Oui, 91 06 36. 91 06 36. Voilà. C'est un fixe ou un portable? C'est un fixe, excusez-moi, c'est un fixe, le 05. Alors 05, alors donc, et c'est un métier, c'est un métier ou bien c'est une formation vers quelque chose? Vous savez, avant c'était l'amusement, on va dire ça, mais il y a très longtemps. Oui. Ça devient un métier, ça devient un vrai métier, et avec beaucoup de difficultés parce qu'il faut, c'est pas une table. Si je construis une table, le pied il est mal fait, je dépose ce pied-là, je prends un autre. Là, je suis avec des enfants. Je suis sur l'éducation des enfants. Nous sommes des co-éducateurs. Donc, chaque fois, il faut bien que la personne qui face à l'enfant soit quelqu'un de bienveillant, mais quelqu'un qui a de la valeur, qui va transmettre des valeurs. Un peu d'expérience aussi, quand même.
de l'enfant. Oui, mais oui, des enfants, bien sûr. Oui. C'est pour ça qu'on fait des stages BAFA. Puisqu'on vous apprend les besoins et possibilités de l'enfant. Ce qu'un enfant de 3 ans, 4 ans peut faire, c'est pas la même chose qu'un grand de 13, 14, 15 ans ou un de 8 ans. D'accord? D'accord. Et nous devons absolument développer avec ces enfants-là le vivre ensemble, ce fonctionnement en équipe et compagnie. Bien, on redit le numéro 0590 81 63 06 pardon 36. Si vous êtes intéressé, vous avez un BAFA et vous venez donc vous téléphonez et puis vous pouvez accéder à un emploi. Et c'est un emploi à temps partiel. À temps partiel. C'est-à-dire que certains endroits, je n'ai besoin de gens que de 3 heures, pour 3 heures pour la pause méridienne. D'autres, on a besoin des gens avant l'école, au moins 1 heure, et après l'école, 2 heures. Et nous faisons aussi du soutien scolaire, de l'aide aux devoirs. Bien, c'est bien dit. Alors, juste pour vous dire qu'il y a un bac animation qui a été créé depuis 2 ans, on l'a changé. Et donc, nous recevons les stagiaires de ces lycées pour le bac animation enfance, personnes âgées. Bien, c'est là, bien ce dit. sont des super professionnels, bien sûr, après. Je vous remercie, Madame Epaminondas. On va pouvoir tout de suite rencontrer Madame Sabrina Garçon-Moulium. C'est une coach de la vie certifiée, elle est technicienne PNL. Nous l'avons rencontrée, elle nous a présenté ses ouvrages et puis surtout aussi comment elle fonctionne en tant que coach. C'est tout de suite. Bien, voilà, bonjour. Aujourd'hui, nous allons recevoir une femme, auteure d'un ouvrage qui s'appelle La visualisation. On va en parler tout de suite avec Sabrina Garçon-Moulium. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes coach, mais je vois que vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle « Sois l'entrepreneur de ta vie ». Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour quelqu'un ? Alors, Sois l'entrepreneur de ta vie, c'est toute une histoire, en fait. C'est mon premier livre qui parle, en fait, de mon passage. Avant, j'étais, en fait, fonctionnaire de l'État. Je travaillais au ministère de l'Intérieur. Et pour moi, c'était ni une orientation, ni une mission de vie pour moi. Et il y a un moment où j'ai subi certaines choses, où je me suis sentie, j'avais quand même cette boule au ventre, où je me suis sentie pas bien. Et paf, ce mot est arrivé, sois l'entrepreneur de ta vie, où je me suis dit, voilà, je dois être la nouvelle Sabrina, laisser cette Sabrina que j'étais avant et devenir l'entrepreneur de ma vie pour vraiment être en phase avec moi. Donc, sois l'entrepreneur de ta vie, c'est vraiment un état d'esprit. C'est l'esprit entrepreneuriat qu'on met, mais pour vraiment atteindre une vie épanouissante, devenir l'entrepreneur de sa vie. Et après, vous avez le sentiment d'avoir déjà atteint votre objectif ? Oui, bien sûr, je suis alignée avec moi-même. Oui. Voilà, je suis vraiment l'entrepreneur de ma vie. Il y a une gradation quand même Ah si, oui, on ne devient pas comme ça l'entrepreneur de sa vie. Et puis, suite à ça, je me suis rendu compte que d'une certaine façon, j'étais rentrée un peu dans ma mission de vie et j'aide les personnes à devenir l'entrepreneur de leur vie. Donc, c'était pas que pour moi, soit l'entrepreneur de ta vie, mais c'est aussi pour les autres, pour qu'ils puissent devenir l'entrepreneur de leur vie. Mais à vous entendre, il y a un petit côté quand même, j'ai envie de dire, spirituel dans tout ça. Bien entendu. Cette démarche. Voilà, oui. Ouais. Oui. Ce côté spirituel, oui, il arrive, mais il est là. Oui. Alors, deuxième ouvrage, la visualisation. Alors, qu'est-ce que c'est la visualisation pour les gens qui ne savent pas ? Il faut porter des lunettes pour être visualisé. Oui, effectivement. Alors, la visualisation, qu'est-ce que c'est ? La visualisation, c'est un outil puissant et c'est quelque chose que tout un chacun utilise en fait. Je pense que vous aussi, vous devez l'utiliser, mais vous ne devez même pas savoir que vous faites de la visualisation. Alors, expliquez-nous un peu. Voilà. Donc, en général, la visualisation, c'est quelque chose où on se projette, où on imagine quelque chose qu'on souhaite avoir. Et beaucoup, malheureusement, se visualisent avec des scénarios catastrophiques. C'est-à-dire que certains vont, par exemple, juste un petit exemple, va passer un examen, on va se dire, mais à l'intérieur, en disant, mais ouais, mais je ne vais pas le réussir. Il ne se visualise pas dans la réussite, mais il va se visualiser. C'est une projection, en fait. Voilà, c'est une projection. C'est une projection positive, c'est ça ? Voilà, c'est une visualisation positive. Oui. Donc, en fait, ce qui marche, c'est la visualisation positive. Pas négative, mais visualisation positive. Et ça aide vraiment ? C'est pas que ça aide. Ça marche vraiment. Ça marche. Parce que pourquoi ? Notre cerveau ne connaît pas l'imaginaire et le réel. Oui. Notre cerveau ne fait pas cette différence. Donc, en fait, vous apportez à votre cerveau ce que vous souhaitez. D'une certaine façon, quand vous visualisez, vous faites une visualisation positive, vous êtes vraiment en phase avec vous. Vous souhaitez une situation et vous la répétez constamment.
Oui, mais alors, progressivement, quelqu'un, par exemple, qui vit, entre guillemets, je dis ça, qui vivrait dans la négativité, c'est-à-dire la culture de l'échec. Comment elle passe de la culture de l'échec à la culture de la réussite? Alors là, c'est tout un travail. Et c'est où le coach professionnel intervient. Déjà, il y a ce travail. Comment il peut le faire? C'est déjà travailler sur lui-même, l'estime de soi, mais aussi faire des affirmations positives. C'est-à-dire que le matin, voilà, on a envie, je vais aller bien. On fait des affirmations positives pour déjà se remplir des zones, des zones positives, avoir des ondes positives, excusez-moi. Et ça veut dire que pratiquement, concrètement, comment ça se fait? Parce que est-ce que je veux venir chaque matin et dire, bon, je visualise positivement et puis c'est tout? Ou alors il y a une démarche? Alors, il y a une démarche à faire. Un outil qui est très... Voilà, il y a un outil qui est très puissant et qui aide vraiment, c'est matérialiser sa vision. Est-ce que vous connaissez le visual board, un tableau de visualisation? Je débarque, hein, vraiment. Vous débarquez, mais je pense que vous faites vous la pratiquez sans le savoir. Donc, lors de mes ateliers, j'explique l'importance que tout un chacun doit avoir une vision. C'est bien. On commence après aussi de voir grand et on commence à l'écrire, en fait, cette vision. Il faut l'écrire. Voilà, on commence déjà à l'écrire et se voir dans différentes sphères de sa vie, soit professionnelle, soit personnelle. Il n'y a pas de souci sur ça. Et après, effectivement, on peut après aller chercher des images par rapport dans le domaine qu'on souhaite faire voir une évolution. Comme j'ai dit, des images mentales ou des images physiques? Des images physiques, oui. Parce que votre cerveau, en fait, vous lui apportez en fait ce que vous avez envie de voir, donc des images physiques. Oui. Et donc, quand par exemple, puisque vous êtes coach, oui. Un client vient vous voir, me dit bon, je n'ai que des échecs dans ma vie, rien ne fonctionne, je suis toujours aigri, etc. Quel est le remède que vous proposez? Alors, il n'y a pas de remède propre. Là, il va y avoir des outils, mais déjà, on va aller chercher... on va aller regarder, on va faire un état des lieux. Pourquoi il se trouve comme ça? Pourquoi il a l'impression d'avoir des échecs dans sa vie? Et qu'est-ce qui fait qu'il a ces échecs? Après, en tant que technicienne PNL aussi, puisque je suis coach et technicienne PNL... Alors, expliquez PNL. C'est de la programmation neurolinguistique. Oui. Voilà. Je ne vais pas rester sur le pourquoi avec mes coachés. Je vais les amener en fait sur le comment, le passage à l'action. Oui. Donc, on est dans une situation où ça ne va pas, mais on va regarder comment en sortir. Donc, je me sens triste, je me sens pas bien. Ok, c'est bon, c'est passé, mais comment on peut s'en sortir maintenant et qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique? Quels sont les outils qu'on va mettre en action pour s'en sortir et aller vraiment vers cette vie épanouie qu'on souhaite? Parce que d'une manière générale, les gens qui sont dans cette situation souffrent plutôt de leur passé et essaient de sublimer, de dépasser ce passé, j'ai envie de dire. Et c'est possible avec la visualisation? C'est possible avec la visualisation. Oui. C'est vraiment possible avec la visualisation. On peut aller regarder pourquoi, mais on ne reste pas trop dans le pourquoi. Et là, maintenant, on fait comment pour s'en sortir et comment on va se visualiser. On va se visualiser à aller bien, on va se visualiser dans une situation qu'on souhaite. On va se visualiser à avoir cette augmentation qu'on a envie de faire, à avoir ou créer cette entreprise qu'on souhaite créer, en fait. Quelle que soit la situation. Je suis obligé de vous poser la question, puisque vous avez coaché des gens. Est-ce que vous avez trouvé des gens dans un état de mauvaise visualisation et vous avez réussi à les accompagner jusqu'à une visualisation positive? Comment ça s'est passé, j'ai envie de dire, cette démarche? Alors, en général, quand on vient voir un coach, c'est parce qu'on a envie de sortir d'une situation dérangeante pour aller vers une situation stressée, une situation souhaitée, excusez-moi. Oui. Donc, il y a toute une transformation, il y a tout un cheminement. Et comme je vous ai dit, faire du coaching, c'est du corps à corps avec une personne, puisque chaque coaché est différent. Donc, on va faire ce travail avec lui et on va effectivement l'amener à... Parce que c'est un travail d'accompagnement. Si lui, il ne se voit pas, il ne se visualise pas, on ne pourra pas le faire. Donc, on va l'emmener à comprendre qu'il est important de visualiser. On va lui donner ses outils. Qu'il est important de visualiser, mais une visualisation positive. Alors, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, vous connaissez un petit peu l'Afrique, particulièrement le Cameroun. Oui. Est-ce que, de ce point de vue-là, du point de vue des coachs, les Antillais sont très différents des Camerounais ou des Africains d'une manière générale dans votre travail, dans votre exercice, je précise? Non, parce que l'individu reste toujours le même. Oui. La personne est toujours la même, avec des rêves et qu'elle souhaite accomplir. Ouais. Oui. C'est, quelle que soit la zone géographique, voilà. C'est peut-être juste au niveau du développement personnel qui arrive maintenant en force.
Et quand une personne comprend quand cette personne va comprendre qu'il est important d'investir sur soi, mais déjà son développement personnel, c'est très important pour pouvoir après être épanoui. Et donc, si je comprends bien, votre démarche a été d'abord devenir votre propre entrepreneur de votre vie. Oui. Après, transformer en coach et vers la visualisation. Voilà. La suite. La suite, il y a énormément de choses puisque j'organise aussi des événements où il y a la visualisation, où j'ai des ateliers, je fais du coaching aussi, je fais du one-to-one. Qu'est-ce que c'est le one-to-one? Le one-to-one, alors, c'est des ateliers. Bon, je suis un atelier de 10 à 15 personnes et du one-to-one, c'est où je coach la personne seule à seule, vraiment, individuellement. Ouais, c'est vrai que j'ai parlé en anglais. D'accord. Bon, en tout cas, Sabrina Garçon-Mouliom, je vous remercie d'être venue. Merci à vous de m'avoir invité. Et c'est normal. Et puis, on vous souhaite une bonne visualisation pour votre vie. Ah, toujours. Moi, je la pratique constamment, la visualisation, tous les jours. J'ai même visualisé pour venir ici. Ah bon? D'accord. Merci en tout cas d'être venu. Voilà, c'est fini pour cette rencontre avec Sabrina Garçon. Je rappelle donc qu'elle nous a sorti 2 bouquins, la visualisation qui vient tout juste de sortir, et puis après, surtout celui-là. Alors, juste un dernier mot. Oui. Sois entrepreneur de ta vie, ça sert individuellement, c'est votre histoire, mais en même temps, ça peut servir. Voilà, alors dans ce livre, c'est mon histoire où j'explique en fait mon cheminement, par quoi je suis passée. Dans ce livre, en fait, vous allez trouver aussi des clés et des outils nécessaires. Et après, j'ai fait un livret que j'ai pas... il y a un mode d'emploi. Voilà. Oui. Il y a un mode d'emploi pour devenir l'entrepreneur de sa vie. Voilà, j'avais tout dit. Merci en tout cas. Merci. Voilà, ZCL continue. Tout de suite, on retrouve notre prochain invité. À tout de suite. Voilà, eh bien, il est l'heure de la deuxième pause et dans un instant, nous partirons dans le ZCL Offside à Bouillante. À tout de suite. Voilà, il est 13h, presque 40 minutes. On vient de nous apprendre que la reine Elisabeth est décédée à 96 ans, je crois. Elle était là depuis un certain nombre d'années. Bon, la succession va se faire. Tout de suite, nous partons en direction de Bouillante et c'est le ZCL Offside. C'est parti, on regarde. Bonjour à tous, c'est Sandy Kelly pour le ZCL Offside. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la 4e édition dans la très belle commune de Bouillante et plus précisément à côté d'un lieu incontournable ici, le bain d'eau chaude non loin de la centrale géothermique. Je vais vous laisser découvrir cette magnifique commune avec de très belles images, mais également celle d'une aventure palpitante que j'ai pu vivre avec le staff. On y go! Bouillante est une commune de Guadeloupe, notable en raison de la réserve Cousteau à Malandure et de la centrale géothermique de Bouillante, qui est l'une des 2 centrales géothermiques de France. Non tributaire des conditions climatiques, la centrale peut produire de l'électricité en continu. La commune est initialement une commune agricole, réputée pour son café, son cacao et plus généralement les jardins créoles. La pêche et la production de café représentent toujours une certaine partie de l'activité de la commune. De 43,5 km² de superficie totale, la commune de Bouillante se situe dans l'ouest de l'île de la Basse-Terre, sous la côte sous le vent. Elle s'étend sur le versant occidental du massif volcanique de Basse-Terre qui se jette dans la mer des Caraïbes. En 2019, la commune comptait 6 847 habitants.
Marc, vous êtes parti de Bouillante depuis 22 ans. Vous êtes dans la cuisine. Oui, tout à fait, oui. Alors comment ça s'est passé? Eh bien, ça se passe toujours bien parce que j'ai de la chance, parce que c'est pas donné à tout le monde de trouver un métier où tu peux gagner ta vie et en même temps être passionné. C'est-à-dire que tu as cette rigueur que tu peux mettre en place, mais tu as cette motivation qui vient attiser cette rigueur tous les jours et cette discipline. Oui. Voilà. Alors, en étant bouillantais, qu'est-ce que ça a apporté à ton amour de la cuisine? Eh bien, en étant bouillantais, j'ai remarqué que, au début, j'ai placé le restaurant Bouillante parce que je me suis dit, bon, j'allais être proche du produit, proche de la mer, proche des gens, puisque je voulais un restaurant quand même populaire. Et c'est vrai que là, je me suis rendu compte que c'était un très très bon choix d'avoir fait le restaurant Bouillante parce que les Bouillantais sont fiers, les Guadeloupéens aussi sont fiers parce qu'on a des entrepreneurs aujourd'hui qui décident de prendre les choses à bras le corps et développer les zones qui sont le moins développées en Guadeloupe. Alors, tu vois, j'ai eu plein de prix, je ne veux pas toutes les énumérer, mais quelle est la spécialité Bibrac aujourd'hui? Bon, la spécialité Bibrac aujourd'hui, c'est la valorisation du patrimoine culinaire. Voilà, tout simplement. Oui. Voilà, la valorisation du patrimoine culinaire. C'est l'art culinaire. Et voilà. En termes de plats, comment ça se traduit? Ça se traduit par l'amour des produits. Donc, je vais prendre un plat, comme tu as vu, pour le migrant. Je vais revisiter le coubouillon. Je vais revisiter un dombré. Je vais revisiter un cassoulet. Voilà. Mais le plus important pour moi, c'est la fraîcheur des produits et les gens. Voilà. Ce que les gens ils attendent de notre cuisine, aujourd'hui de cette cuisine créole, et la fraîcheur des produits. Et nous, après, entre les deux, on est là, un peu comme le jambon, pour pouvoir que les deux puissent s'aimer, tout simplement, que les gens recommencent à aimer leurs produits. Pour moi, c'est vraiment très, très important, parce qu'on a eu cette perte, à un certain moment, de savoir sur la transformation de nos produits. Par exemple, beaucoup de gens n'achètent plus le fruit à pain, par exemple, parce qu'ils ne savent pas le conserver. Donc, c'est des choses qu'on doit recommencer, nous, professionnels, on doit recommencer à transmettre à la population de façon à ce qu'elle puisse recommencer à consommer le fruit à pain et aimer surtout les fruits locaux. Alors, une dernière chose, tu as eu des prix en France, donc ça veut dire que tu as réussi à exporter la cuisine guadeloupéenne en France. Oui, pour moi, c'est bon. Après, il y en a d'autres, il y a d'autres qui l'ont fait, qui l'ont très bien fait, mais c'est vrai que ça n'avait jamais été médiatisé de la sorte, mais la cuisine créole a toujours été number one, a toujours été une cuisine appréciée par l'ensemble de la France, puisque de toute façon, ça fait partie du patrimoine gastronomique français, cette cuisine créole, et c'est nous, Domiens, et bien sûr ceux qui sont aussi sur Paris, à valoriser cette cuisine-là, à se dire comme nous, on aime tellement nos produits, donc on va valoriser les produits de telle façon à ce que les gens puissent les kiffer et les apprécier. Alors, un dernier mot. L'émission se passe en plein midi. Qu'est-ce qu'il faudrait manger ce midi? Eh bien, pour moi, ce midi, comme d'habitude, un bon racine avec bouillon poisson. Je vous ai déjà dit, moins s'il y a de transformations, mieux c'est. C'est vrai qu'on fait des transformations pour que les gens puissent aimer, apprécier leur cuisine, mais moi, la cuisine de grand-mère, il n'y a rien de mieux. Parce que c'est ça ma base, tout simplement. Merci. Merci. Bonjour Ralph. Bonjour Monsieur Zandronis. Ralph Lazare, alors on est à Birloton? Oui, tout à fait. Oui. On est à Birloton, sur l'habitation Birloton plus précisément. Alors il faudrait nous expliquer un peu ce que vous faites ici. Alors moi, je m'appelle Ralph Lazare déjà. Je suis cuisinier, pâtissier professionnel. J'habite ici à Birloton. Ça fait 4 mois
je suis ici, dans une belle ville, à Bouillante. Ouais. Et aujourd'hui, je suis cuisinier chef privé, cuisinier à domicile. Les gens peuvent commander et je leur livre leur repas. Et ma spécialité vraiment, qui n'est pas vraiment une spécialité parce que j'ai grandi dans la cuisine de la Caraïbe de toute mon enfance. Et aujourd'hui, j'essaie de marier cette technique que j'ai appris dans la cuisine française et la pâtisserie avec nos produits, la richesse de la Caraïbe qu'on a. Alors ça va donner quoi comme plat par exemple? Par exemple, aujourd'hui, à votre arrivée, je vous ai préparé un pancake de pollo. Ouais. Donc c'est à base de farine de pollo, faite par un artisan, on va dire, dans le coin. Et donc là, c'est des trucs comme ça que je vais préparer à 90-98% des produits locaux. Ouais. Donc voilà, c'est un truc très Alors si par exemple quelqu'un veut organiser un mariage ou une petite fête à la maison, vous êtes disponible pour ça? Je suis disponible, oui, justement, je suis disponible. J'ai déjà fait 40 personnes. Oui, quand même. Et on était à 2, qui s'est très bien passé d'ailleurs. Donc les gens peuvent me contacter pour pouvoir faire... mais je travaille vraiment en petite communauté, je préfère, dans un premier temps. Voilà. Alors, une dernière chose, quand votre restaurant, enfin votre lieu sera installé, ce sera à Bouillante même? Oui, ça sera à Bouillante. Alors, restaurant... Ou le lieu, je dis, le lieu d'activité. Le lieu, ça sera directement à Bouillante, mais restaurant, non, parce que j'aime pas trop être entre 4 murs pour cuisiner. Oui. Je préfère être à l'extérieur. On a un beau paysage, on a une belle île. Donc, je trouve ça dommage de rester à l'intérieur. Donc, ça sera plus à l'extérieur. Et les gens aujourd'hui, je suis au tout début de ça. Donc, bientôt, ça sera fait. Et on reviendra vous voir à ce moment-là. Voilà, ça sera avec plaisir. Je vous accueillerai avec plaisir. Mais Ralph, merci. Merci à vous. Merci à vous et toute votre équipe. Comment on dit chez vous? Comment grand goût? Peut-être qu'un jour, je viendrai chez toi manger. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est le créole haïtien, ça. Absolument. Merci. Voilà, nous sommes à Malandiou avec le spécialiste du Sinobol. Je vais parler de M. Kappa. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, expliquez-nous un petit peu votre activité. Alors, mon activité, en premier lieu, c'est les chichis. Et il se trouve que quand on fait les chichis, on a très chaud. Donc, on cherche toujours à se rafraîchir. Qu'est-ce que je faisais? J'allais m'acheter un snowball. Alors, il savait un jour, je me suis dit, tiens, vu que j'aime les snowballs, pourquoi ne pas en faire? Je me suis mis à faire des snowballs. J'ai commencé par la grenadine, orgeat, menthe. Un jour, je faisais un jus de cerise pays. Mais il savait que le jus était trop concentré. Donc, j'ai dit, tiens, je vais ramener ça. J'ai mis ça dans une bouteille. Et je me suis dit, tiens, je vais ramener ça sous la plage. Voilà. Je vais faire un essai avec. Arrivé ici, je fais un snowball au cerise pays. Ça dégage un arôme. Je me suis toujours habitué à avoir des arômes sur un snowball comme la menthe, le orgeat, grenadine. Pour qu'un fruit pays puisse dégager autant d'arômes dans un snowball. J'ai dit non, c'est pas possible. Alors là, pourquoi ne pas lancer nos fruits? Alors, qu'est-ce qu'il y a comme fruits en dehors de la cerise? Alors, en dehors de la cerise, donc je peux vous présenter tous les fruits du pays. Donc, vous avez papaye, sapoti, mangue, passion, goyave, litchi, corosol. Il y en a tellement que abricot pays. Les snowballs traditionnels, menthe, orgeat et grenadine, c'est fini pour vous? Ça, c'est fini pour moi.
Au début, ils ont eu du mal. Hein. Franchement, ils ont eu du mal. Hein. Au début, oh non, on est habitué à la tradition, c'est menthe orgeat. Je dis, mais je vais quand même vous faire goûter. Il dit, mais c'est bon. Vous voyez, il faut savoir que tout ce qui est naturel est très bon. Et souvent, quand les clients viennent me voir, ils me disent, ouais, monsieur, je vais goûter vos snowballs. Je dis, allez-y, vous n'allez pas être déçus. Et celui que vous avez à la main, c'est Passion, donc maracuja, on dit chez nous. Mais moi, j'avais pris litchi, et qu'au sol, on m'a traqué. Et on vous remercie. Merci beaucoup, je vous remercie. Mais venez goûter à mes snowballs. Hein. Absolument. Nous sommes à Bouillante et spécialement à Village et nous sommes avec Olivier Louis-Anatole qui fait de l'agro-transformation. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu votre parcours. Alors je suis récemment agro-transformatrice et puis j'ai suivi une formation de 3 mois pour apprendre effectivement comment transformer nos fruits et légumes d'ici en Guadeloupe. Et donc après, j'ai suivi aussi une petite formation avec l'association 100% ZEP pour les plantes médicinales et aromatiques. Alors qu'est-ce que je vois qu'il y a des choses sur la table, qu'est-ce que vous nous proposez en général? Alors, depuis quelque temps, j'ai développé 2 produits, 2 caviars, aubergines, charbon béni, ainsi qu'un caviar piment végétarien et gratin. Donc, ce sont des caviars qu'on peut tartiner, on peut manger aussi avec de la salade, du riz, des racines, et voilà, donc on peut agrémenter comme on veut pour mieux déguster. Alors, on ne va pas entrer dans le processus de production, mais on fait quand même, vous partez de quoi pour pouvoir faire ça? Alors, j'utilise principalement les aubergines et les piments d'un agriculteur sur le sud Basse-Terre. Et du coup, les plantes médicinales aussi, ce sont les produits de l'exploitation sur vieux habitants. Et donc, voilà. Oui. Et vous êtes installé à Bouillante? Oui, voilà, mon atelier est installé à Bouillante, plus précisément à Village. Et donc voilà, on essaie de développer au fur et à mesure différents produits. Là, on s'est arrêté sur les caviars. Nous avons normalement aussi des pestos à base de basilic et de persil. Oui. Alors ça signifie que, on va peut-être terminer là, que de plus en plus vous allez faire de nouveaux produits avec nos produits, nos fruits et légumes? Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que nous travaillons aussi les plantes médicinales et aromatiques en thé, en boisson infusée. Et oui, effectivement, on espère au fur et à mesure développer notre gamme de produits. Et vous avez une autre activité? Oui, alors je suis présidente de l'association Lali Wonage en nous, qui existe depuis 2-3 ans, et puis nous valorisons le patrimoine culturel et naturel de la Guadeloupe. Oui. Et qui fait quoi exactement cette asso? Alors, nous proposons aux citoyens de Bouillante différentes activités, notamment des cours de couture, pour pouvoir se débrouiller et être un peu plus autonome au niveau des retouches et autres. Nous proposons aussi des cours de vannerie, des cours des ateliers autour du jardin aussi, du jardin créole. Et puis voilà, au fur et à mesure, nous proposons différentes activités. Alors, Olivia, où est-ce qu'on va trouver ces produits? Alors, très bientôt, on sera normalement en épicerie fine, sur la Basse-Terre à Kalina Shop et puis au local, et sur Pointe-à-Pitre à The Factory. Et sinon, vous pouvez me passer commande déjà au 06 90 76 86 61. Directement à Bouillante. Voilà. Merci. De rien. Bonne journée.
sommes à Lançà-la-Barque à Bouillante et nous sommes avec Patricia Bailly. Bonjour. Bonjour Danick. Alors, première chose, Lançà-la-Barque, je ne savais pas qu'il y avait 2 Lançà-la-Barque. Alors, il y a un seul Lançà-la-Barque, mais Lançà-la-Barque est à la frontière entre Vieux-Habitants et Bouillante. Donc, il y a un côté Bouillante et un côté Vieux-Habitants. Et là, nous sommes dans le côté Bouillante. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier à cet endroit où on se trouve? Alors, ce site, il est déjà mémorial parce que c'est l'une des portes d'entrée de Bouillante. C'est aussi un site où il y a eu, jusqu'au début des années 20, un atelier de réparation de bateaux. Et puis c'est aussi un site historique parce que au fond de la baie de Lançà-la-Barque, nous avons quelques dizaines de bateaux de l'époque de la colonisation qui sont au fond. Et d'ailleurs, le cyclone Lénie a permis d'en découvrir 2. Donc Lançà-la-Barque aussi, c'est un site avec une vue panoramique magnifique. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que Lançà-la-Barque est incontournable dans la visite de Bouillante. Alors, Bouillante en ce moment, alors comment on peut définir Bouillante aujourd'hui? Alors, moi, je dirais de manière poétique que Bouillante est un fleuron, un bijou entre mer et montagne. Bouillante nous offre des atouts incontournables au niveau naturel et que vous veniez d'ailleurs ou que vous soyez en Guadeloupe, c'est un endroit où il fait bon vivre et pour se dépayser, il n'y a pas mieux. Oui. Alors, du point de vue aussi de l'économie, alors souvent Bouillante était connu pour son café aussi. Tout à fait. Jusqu'à temps que la production de café de Guadeloupe ne se réduise, Bouillante, la zone de la Côte-sous-le-Vent, est un territoire où on fait le meilleur arabica. Oui. Maintenant, l'activité agricole n'est plus ce qu'elle était. Même Bouillante, notamment au niveau de l'équipe en place au niveau de la municipalité, il y a des projets pour encourager les agriculteurs à développer l'agriculture et surtout à valoriser les cultures, que ce soit du café, du cacao, de la vanille, ce qui faisait la richesse de Bouillante à l'époque. Beaucoup de gens ont tendance à dire Bouillante, c'est Malandur. Non, Bouillante, ce n'est pas que Malandur. C'est Malandur, mais Bouillante, c'est aussi la montagne avec de magnifiques cours d'eau, une nature riche, des traces. Il y a pas mal de traces à Bouillante à faire. Et je dirais que de Bouillante, vous pouvez arriver jusqu'à Sainte-Rose et vous pouvez faire le tour de la Guadeloupe par les traces. En partant de Bouillante? En partant de Bouillante, les hauteurs de village, il y a la célèbre trace qui part de Gros-Figuier. Qui va dans la traversée et de la traversée vous pouvez aller à Sainte-Rose, au Lamentin. Il y a au niveau de Beaugendre aussi, Vieux-Habitants. Donc Bouillante, c'est certainement Malandur, mais c'est aussi tous les autres aspects des sites magnifiques. Nous avons le site du Point de Vue, nous avons des promenades à faire à travers la nature, mais Bouillante aussi, ce sont des personnes qui portent des projets, qui animent le territoire. Bouillante est riche en culture. Donc c'est pour ça que je dis Bouillante. Vous venez à Bouillante, vous êtes dépaysé, vous vous replongez dans l'authenticité guadeloupéenne. Une dernière petite question. Donc l'offre touristique de Bouillante est importante? Extrêmement riche. Vous venez à Bouillante, il y a des hébergements à hauteur, je dirais, humain, parce qu'il y a beaucoup de gîtes qui se développent. Et puis, vous pouvez, à travers les artisans, les commerçants de proximité, découvrir tous les savoir-faire. Et surtout, les gens de Bouillante, ce sont des gens accueillants, qui sont toujours promptes à vous parler de l'histoire de Bouillante, des traditions de Bouillante. Et nous sommes un territoire riche en biodiversité. Vous trouverez toujours une mamie qui vous dira si vous avez mal à la gorge, si vous avez mal à la tête, un petit rhumatisme, comment faire et puis comment parler de Bouillante sans parler de nos sources chaudes. Donc Bouillante, voilà, c'est balnéaire, c'est montagneux, c'est nautique. Donc Bouillante est complet pour se dépayser. Merci Patricia.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau ZCL. Et puis, si vous avez tout raté, vous avez la possibilité de tout reprendre sur le Facebook. Voilà, à demain, 2h30. ZCL, c'est fini. La réalisation était assurée par Yann, avec le soutien aujourd'hui de notre nouvelle assistante. Je ne sais pas si on peut la voir. Oui, on peut la voir un petit peu. Si on braque la caméra sur elle. Talina, qui sera avec nous régulièrement dans le ZCL. À demain.